Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Last time, officially going in the hole. Just do your best. I am at the IceCube laboratory, which is part of the larger IceCube neutrino detector, which is the biggest, most expensive experiment here at the South Pole and one of the largest in the world. Je vais commencer car il faut être bref. J'ai déjà donné toutes les informations pertinentes et les pièces justificatives au comité sénatorial du renseignement et à Haro. Ils m'ont informé que toutes mes informations seront enregistrées pour un dossier public et partagées avec le Congrès. C'est important. En 2010, j'ai été sélectionné pour descendre à la station du pôle Sud en Antarctique pendant une année entière par Raytheon Polar Service en tant qu'employé d'un sous-traitant tiers National Science Foundation. J'exerce une double fonction d'artisan et de pompier. Mes responsabilités m'obligeaient à être plus informé que la plupart de mon équipe et m'offraient un accès complet aux installations. Ce que j'ai appris de cette expérience unique doit être partagé avec le monde entier. La technologie de la station du pôle Sud peut certainement faire ce pourquoi elle est présentée sur ses objectifs principaux et malheureusement bien plus encore. Le détecteur de neutrinos IceCube est présenté comme un dispositif d'écoute passive aux fins de la science telle qu'elle est présentée. Mais je vais aller droit au but, les amis. J'ai fourni une documentation qui prouve que les 5160 qu'ils appellent DOMS sont intégrés dans la glace et peuvent en fait transmettre à 2047 volts chacun. Cela nous donne donc une longue liste de choses à considérer. Il s'agit en fait d'une plateforme d'armes à énergie dirigée à multiples facettes dont je vais énumérer rapidement quelques-unes des choses qu'elle peut faire. Détection de vaisseaux. Nous apprenons que ces vaisseaux hors du monde, vaisseaux du monde, les nôtres ou ceux d'autres nations, émettent également des neutrions. Cela fait donc de la station du pôle Sud une station de contrôle du trafic aérien pour ce nouveau niveau d'équipement dont personne ne parle. Outre la capacité à détecter les neutrinos et les vaisseaux extraordinaires, j'ai fourni des documents montrant qu'il s'agit également d'un système permettant des communications plus rapides que la lumière.
Dans le passé, Gary McKinnon a piraté la NASA, trouvé la flotte hors du monde, la liste des capitaines, et il est évident que si nous avons des vaisseaux plus rapides que les vaisseaux légers se plaçant dans ce système, nous aurons besoin de communication plus rapide que la lumière. C'est cette installation. Malheureusement, j'ai d'autres mauvaises nouvelles. La saison où j'étais là-bas, de 2010 à 2011, nous sommes passés de la construction à l'exploitation et à l'entretien de la station surélevée et du réseau de détecteurs. Malheureusement, lorsqu'ils l'ont allumé pour la première fois, c'est à ce moment-là que nous avons eu les tremblements de terre à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Il y a eu 2 tirs accidentels avant qu'ils puissent viser correctement. Il s'agit également d'un dispositif générateur de tremblements de terre. Ce sont les armes de guerre dont nous devons nous occuper maintenant. Est-ce que cache Raytheon? Il y a un système ELF à la station pôle Sud. À mon arrivée, on m'a dit qu'il était démantelé et complètement obsolète. Dans mon travail, je devais rapidement comprendre les circuits pour certaines autres réparations. Et j'ai découvert que ce système est en fait complètement sous tension et fonctionne, et qu'il est également utilisé avec les autres systèmes à des fins néfastes. L'Observatoire de recherche sur l'atmosphère est dans ce que nous appelons le secteur de l'air pur. J'ai moi-même été témoin d'un tir laser vert très puissant du haut de cette installation dans le cosmos. Ceci, je crois, est une forme secondaire de communication à longue portée et ou un système de défense. Je ne dis pas que nous devons avoir peur de tout ce qui existe, mais s'il vous plaît, comprenez que le complexe militaro-industriel est heureux d'investir tout votre argent pour apaiser ses peurs. Une question de puissance se joue pour l'ensemble de ces équipements qui sont présents. Je vous assure que je savais ce qui se passait. Je connaissais les exigences de charge de l'installation et tous ces nouveaux éléments dépassent la demande des systèmes qui m'ont été présentés. Je fais de la diligence raisonnable et de la recherche. Je crois qu'il y a soit une source d'alimentation secondaire là-bas, soit une source nucléaire qui existait avant le début du traité sur l'Antarctique qui interdit de telles choses, soit il existe une sorte de système d'alimentation électrique extraordinaire là-bas qui n'est tout simplement pas dans le verbiage du traité. Cela nie donc la responsabilité des parties concernées. Je pense que cela couvre à peu près tout le temps. Si quelqu'un veut en savoir plus, j'ai un site web où toutes ces informations sont disponibles par souci de brièveté. Je vais conclure, mais vous pouvez aller sur decipherin.tv. J'ai documenté tout cela et des informations sont disponibles. Durant des siècles, on nous a fait croire qu'il n'y avait qu'un chemin, qu'une seule vérité, celle des gouvernants, des rois, des religieux. La vérité est en nous, en notre sens moral, en notre capacité à se questionner et laisser tomber nos œillères. Pourquoi des extraterrestres serait-ce impossible lorsqu'on sait que l'espace est infini? Je vais donc aujourd'hui vous raconter une théorie qui circule depuis bien longtemps maintenant.
Durant les années 1920, une porte des étoiles, un dispositif de technologie avancée d'origine extraterrestre, aurait été découvert en Irak. En 1931, le territoire sumérien devient l'Irak. Lors d'une fouille dans la province de Bagdad, le docteur Ernst Herzfeld, un archéologue allemand, aurait découvert une porte des étoiles. Mais l'année suivante, en 1932, le pays gagna son indépendance, forçant les gens et les archéologues à quitter les lieux de fouilles. Et puisque nous étions dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, le docteur Herzfeld fut obligé d'abandonner ses recherches à l'université de Berlin parce qu'il était juif. Depuis cette date, la porte est restée dans les oublis jusque dans les années 80, où Saddam Hussein prend le pouvoir et décide de continuer ce que les Allemands avaient commencé. Il y découvrit le grand ziggurat situé à Nasiriyah. Était entreposée une fameuse porte des étoiles. Celui-ci n'aurait pas perdu de temps afin d'assigner une équipe pour comprendre son fonctionnement. Ces recherches auraient été faites durant la restauration du Temple dur. Cela leur aurait pris 20 ans à comprendre son fonctionnement et tenter de la réactiver. Ce qui nous amène à un événement que tout le monde connaît. Et beaucoup pensent que ce serait la véritable raison pour laquelle les États-Unis auraient déclenché la Seconde Guerre du Golfe en Irak en 2003. Ils voulaient prendre le contrôle de la porte pour empêcher Saddam Hussein de pouvoir s'en servir et acquérir une technologie extraterrestre avancée. Et étrangement, tout ceci est arrivé juste après la découverte d'une mystérieuse tombe très ancienne qui aurait été celle de Gilgamesh, un hybride extraterrestre Anunnaki qui aurait régné sur la région de l'Irak actuelle dans un lointain passé. Début 2003, une équipe d'archéologues allemands travaillait en Irak et tombait sur l'une des découvertes les plus importantes des temps modernes. Profondément enfouis sous le sable du désert, ils ont découvert ce qu'ils croyaient être la tombe perdue depuis longtemps du mythique roi de Gilgamesh, le protagoniste de la plus ancienne histoire de l'épopée de Gilgamesh. Pendant des siècles, les historiens étaient divisés sur l'existence réelle de Gilgamesh, puisque dans l'épopée, il est décrit comme un géant de 5 mètres de haut, un croisement entre humain et une déesse mésopotamienne. Pour cette raison, il était généralement admis que l'histoire de Gilgamesh était simplement le fruit d'un mythe. C'était jusqu'à ce que Jörg Fassbinder et son équipe d'archéologues, utilisant la technologie moderne pour regarder profondément dans le sol, découvrent une ville antique entière sous le désert, étonnamment aménagée, tout comme la ville d'Uruk sur laquelle Gilgamesh avait soi-disant régné et qui avait été décrite dans l'épopée. Il y avait des maisons, des jardins et des champs, ainsi qu'un système de canaux incroyablement sophistiqué. Ce qui a conduit les archéologues à décrire le site comme la Venise dans le désert. Plus important encore, à la périphérie de la ville antique se trouvait ce qui semblait être un lieu de sépulture, que les archéologues croyaient être le tombeau de l'ancien roi. Comme l'a dit Fassbinder, je ne veux pas dire avec certitude que c'est la tombe du roi Gilgamesh, mais elle ressemble beaucoup à celle décrite dans l'épopée. Qu'est-ce que Fassbinder essayait de nous dire? Si la tombe de Gilgamesh
était similaire à celle décrite dans l'épopée, cela signifie que Fassbinder et son équipe avaient découvert une tombe avec un géant de 5 mètres de haut. C'était tout simplement une découverte époustouflante, une pièce manquante de l'histoire de l'origine de l'espèce humaine. Mais alors, l'impensable s'est produit. Quelques semaines seulement après la découverte de la tombe de Gilgamesh, les États-Unis ont envahi l'Irak, forçant Fassbinder et son équipe à abandonner leur travail et à fuir le pays, laissant ce mystère irrésolu. En 1849, un historien et archéologue anglais du nom d'Austin Henry Layard a fait une découverte qui a changé l'histoire dans les ruines de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal du 7e siècle avant notre ère dans le nord de l'Irak. Considérée comme l'une des plus anciennes bibliothèques de l'histoire humaine. Là, il a découvert une ancienne tablette d'argile vieille de plusieurs milliers d'années, recouverte d'une curieuse écriture qu'il ne pouvait pas lire. Au début des années 1850, plus de 15 000 fragments de tablettes similaires, couvertes de la même écriture mystérieuse, ont été trouvés sur le site. Ces tablettes ont été renvoyées au British Museum où pendant des décennies des chercheurs ont essayé de les déchiffrer en utilisant d'autres anciennes tablettes écrites dans des langues qu'ils pouvaient comprendre pour tenter une traduction. La percée a finalement eu lieu dans les années 1870 grâce à un homme du nom de George Smith, né en 1840. Smith quitte l'école à 14 ans et commence à travailler comme graveur de billets de banque. Bien qu'il n'ait pas reçu d'instruction, il s'était pris des reportages provenant d'Irak sur d'étranges artefacts indéchiffrables plus anciens que tout ce qui a été découvert. Suite à sa curiosité, Smith a commencé à visiter le British Museum pendant ses heures de déjeuner et son temps libre pour étudier ses collections en apprenant de lui-même lentement ces langues anciennes. En 1866, le personnel du musée a remarqué l'étrange jeune homme qui traînait dans leurs archives. Alors, ils lui ont proposé un emploi. Si il voulait être traducteur, lui dirent-ils, il pourrait commencer par les 15 000 fragments retrouvés par Austin Henry Layard. Pendant des années, Smith a travaillé jusqu'à ce que finalement les mots écrits sur la tablette commencent à se révéler. Smith a alors été surpris des révélations écrites. Là, sur ces tablettes, il y avait un récit d'ancien déluge, une inondation qui a anéanti l'humanité à l'exception d'un homme et de sa famille. Lorsque George Smith a présenté ses découvertes à la Société d'archéologie biblique en 1872, lors d'une présentation à laquelle même le Premier ministre avait assisté, cela avait provoqué une véritable onde de choc à travers l'Europe et le monde, car de nombreux érudits et théologiens ont proclamé que cette ancienne histoire d'inondation confirmait la véracité de l'histoire de Noé dans la Bible. En 1875, Smith alla plus loin en publiant des traductions complètes de tout ce qu'il avait découvert. Bien qu'il ne le savait pas à l'époque, il avait commencé à traduire la plus ancienne histoire jamais écrite, un conte légendaire qui deviendrait connu sous le nom de l'épopée de Gilgamesh. Tragiquement, Smith mourut subitement en 1876 à seulement 36 ans. Mais ce n'était pas la fin de ce qu'il avait commencé. Pendant des décennies, des générations et même à ce jour,
les érudits ont poursuivi le travail de George Smith, traduisant de plus en plus de tablettes et révélant lentement toute l'histoire de l'épopée. Et en fait, cela va bien au-delà d'une grande inondation. L'épopée de Gilgamesh raconte l'histoire fantastique de l'ancien roi mésopotamien nommé Gilgamesh, qui a gouverné la région de l'Irak actuelle plusieurs milliers d'années dans le passé. L'histoire décrit Gilgamesh comme inégalé en toutes choses, mais c'était plus que ça. Dans l'histoire se trouvait un passage sur lui qui disait « Il a exploré partout les sièges du pouvoir. Il connaissait la totalité de la sagesse sur toutes choses et connaissait la vie éternelle. » Depuis toujours, la recherche de la sagesse a été ce qui a poussé les êtres humains vers l'avant. Selon l'épopée de Gilgamesh, avait atteint la fin du labyrinthe, obtenant les connaissances les plus poussées dans tous les domaines. C'est pour cette raison que la découverte de sa tombe aurait été bouleversante. Gilgamesh était-il vraiment un géant? Y avait-il des objets ou artefacts précieux à l'intérieur? Au cours des 20 dernières années, des universitaires, des historiens et gens ordinaires ont tous débattu de la même question. Pourquoi les États-Unis ont envahi l'Irak? Le pays n'avait pas été impliqué dans les attentats du 11 septembre, et la ligne officielle du gouvernement à l'époque, selon laquelle l'Irak et son chef Saddam Hussein cachaient des armes de destruction massive, s'est depuis révélé n'être qu'un énorme mensonge. Certains ont suggéré que les États-Unis voulaient simplement contrôler le pétrole irakien, alors que d'autres pensent même que le président George W. Bush voulait simplement terminer ce que son père, le président George Bush, avait commencé au début des années 90, lors de la première guerre avec l'Irak. Mais est-il possible qu'il y ait une autre raison? Peut-être que ce n'était pas un hasard si l'invasion a été lancée presque immédiatement après la découverte de la tombe de Gilgamesh et de tous ses secrets potentiels. Il faut savoir que lorsque l'armée américaine a envahi le pays, elle a immédiatement installé un campement autour du site de Gilgamesh. Ce faisant, ils ont expulsé des scientifiques et des membres des médias locaux qui avaient été envoyés pour couvrir cette incroyable découverte, y compris des personnalités importantes des BC News et de la BBC. Cette information instantanément disparue, sauf qu'au fil des semaines, d'étranges récits ont commencé à émerger de la région, des témoins affirmant avoir vu des militaires américains creuser dans le sol et ont retiré des matériaux du site. Si l'armée américaine a vraiment ouvert la tombe de Gilgamesh et en a retiré des objets, y compris ceux qui restaient du grand roi, alors la question est de savoir quels secrets leur ont été révélés et qu'est-il arrivé aux artefacts qu'ils ont retirés. Alors que l'armée américaine prenait le contrôle de l'Irak, la tombe de Gilgamesh était loin des seuls sites où des choses mystérieuses et inexplicables se produisaient. Dans la capitale irakienne de Bagdad se dressait le légendaire musée national d'Irak, l'une des maisons les plus importantes de l'histoire. Un dépôt rempli de manuscrits anciens, de statues, de pièces de monnaie et d'artefacts remontant à toute l'histoire de l'humanité. Étonnamment, et bien qu'une délégation de scientifiques et d'historiens ait été avertie avant le lancement de l'invasion que le musée était le site le plus important du pays, lorsque l'armée américaine est arrivée à Bagdad, ils ont laissé le musée sans surveillance pendant des jours. Pendant ce temps, de nombreux voleurs ont fait irruption dans l'établissement et se sont enfuis avec plusieurs milliers d'artefacts inestimables. L'étonnante
négligence de l'armée américaine dans la protection du musée a été condamné avec force par la communauté internationale, le président du Conseil international des monuments affirmant que ce pillage n'était rien de moins qu'un crime contre l'humanité. Et pourtant, au fil des jours, l'histoire n'a fait qu'empirer. De nombreux témoins ont rapporté qu'avant même que des pillards n'entrent dans le musée, des unités militaires américaines spéciales étaient entrées et avaient emporté des voûtes entières remplies d'artefacts, les chargeant dans les camions et disparaissant. Cela pourrait-il être vrai? Et si oui, qu'est-ce qu'ils supprimaient et où les emportaient-ils? Enfin, le gouvernement américain, répondant aux cris de la communauté internationale, a décidé d'envoyer une équipe pour enquêter sur le site composé de spécialistes de la CIA, du FBI, des services d'immigration et des douanes américaines. Le groupe sera dirigé par le colonel Mikhail Bogdanos, un commandant de marine et avocat qui était également diplômé de l'Université de Columbia en études classiques. Lorsque l'équipe est arrivée, ils ont trouvé la majeure partie de l'installation gravement endommagée. Comme Bogdanos l'écrira plus tard, ce n'était pas beau à voir. Il avait été utilisé comme position de combat, des uniformes de l'armée irakienne étaient dispersés tout autour, tout comme des RPG épuisés. Dans une cour convenaient les restes de centaines de cartes du parti basse et des dossiers. De toutes les positions à prendre en défense, pourquoi, se demandait Bogdanos, l'armée irakienne avait-elle choisi un site aussi sacré, sachant sûrement que leur combat était vain? Il y avait autre chose cependant, une chose qui a dérangé Bogdanos et son équipe. Alors qu'ils voyageaient profondément dans les entrailles souterraines du musée, ils ont découvert que quelqu'un d'autre y était arrivé en premier. Et bien que certaines choses manquaient, les boîtes vides et les faux artefacts que le musée stockait aux côtés d'œuvres inestimables afin de se débarrasser des voleurs avaient été laissés intacts. Pour Bogdanos, ce que cela signifiait était évident. Il était clair que ces voleurs savaient ce qu'ils cherchaient et savaient où chercher. Ils avaient été, selon ces mots, organisés et sélectifs. Et curieusement, les voleurs semblaient avoir laissé derrière eux les artefacts les plus précieux et même la plus belle collection de sceaux cylindriques au monde et des milliers d'anciennes pièces d'or et d'argent. Une partie de ces œuvres ont été restituées au fil du temps. Mais il est impossible de quantifier le nombre de pièces qui ont été volées sur les sites archéologiques, a expliqué l'AFP Katan Al-Obeid, directeur des antiquités et du patrimoine du musée de Bassora. Si ce sont des pillards qui ont fait irruption dans les entrailles souterraines du musée, alors pourquoi n'ont-ils pas pillé les objets les plus précieux? S'ils avaient ce qu'ils cherchaient, eh bien que cherchaient-ils? Certains ont une réponse. Cette fameuse rumeur sur une porte des étoiles se propageant de gouvernement en gouvernement dans les coulisses du pouvoir à travers le monde et à propos de la découverte dans le pays d'un élément de technologie ancienne avancée, une sorte de portail permettant de se déplacer d'un endroit à un autre. Dans les textes anciens des Sumériens, les premiers habitants de la région racontent des histoires avec leurs interactions avec des dieux, appelés les Anunnaki, et comment ces lieux ont accordé une sagesse et une technologie avancée aux Sumériens, fondant ainsi la race humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Certains pensent que ces Anunnaki n'étaient pas des dieux,
mais d'anciens extraterrestres qui sont venus sur Terre dans un passé très lointain. Alors, si effectivement c'était bien des extraterrestres, se pourrait-il qu'ils aient laissé des vestiges de leur technologie derrière eux? Cette hypothèse était considérée tout à fait plausible pour les gouvernements. C'est d'ailleurs ce qui a permis à certaines grandes puissances d'envoyer des chercheurs en Irak afin de rechercher la technologie perdue. En 1991, plusieurs récits officiels avaient été énoncés. La première disait que les États-Unis sont entrés en guerre contre Saddam Hussein en raison de son invasion du Koweït qui détenait du pétrole. La deuxième version fut pour forger le système international de l'après-guerre froide en un nouvel ordre mondial qui unirait le monde dans un système libéral dirigé par les États-Unis et ancré dans les États de droit. C'est à cette époque qu'un rapport étonnant a été publié dans le journal russe Pravda, décrivant un incident qui allait devenir connu sous le nom de Roswell irakien. Selon le rapport, un colonel russe qui se trouvait en Irak à l'époque avait vu l'US Air Force abattre un ovni alors qu'il traversait le ciel. Parts of our government are aware more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and has government become aware of actual evidence of extraterrestrial or otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. Lorsqu'il s'est rapidement aventuré sur le site de l'accident, ce que le colonel a trouvé l'a stupéfait. Selon ses dires, l'avion était rond et fait d'un matériau que je n'avais jamais vu. Environ un tiers de l'engin a été arraché par des explosions de missiles américains. Les Saoudiens ne nous ont laissé toucher à rien, mais nous avons réussi à voir des appareils, des mécanismes et d'autres choses qui nous ont complètement déconcertés. C'était un engin relativement petit, d'environ 5 mètres de diamètre. Il y avait 3 chaises, probablement pour les membres de l'équipage, mais elles étaient si petites qu'elles pouvaient être utilisées que par des personnes de très petite taille. Selon toute apparence, les extraterrestres ne mesuraient qu'1 mètre de haut. Cependant, il semble incroyable qu'il n'y ait pas eu de cadavre sur le site de l'accident. De plus, rien qui puisse ressembler à un moteur n'y avait été trouvé. Plus tard, des opérateurs de stations radar saoudiennes m'ont dit qu'aucune éjection ou chute de certains sujets hors de l'engin n'avait été enregistrée. Des hélicoptères de recherche ont inspecté le désert, mais aucun des pilotes de l'engin n'ont été retrouvés à proximité du site de l'accident. Si l'histoire du colonel était vraie, alors une question évidente se pose. Où étaient passés les pilotes de l'engin? De plus, où était son moteur? Est-il possible que ces objets aient été récupérés par les Irakiens avant que les Russes, les Américains et les Saoudiens n'arrivent sur les lieux? Et si oui, qu'en avait-il fait? Ce n'est que fin 2002 qu'un mystérieux auditeur ayant appelé une émission de radio américaine et prétendant être un initié militaire a fourni une réponse. L'Irak avait en effet récupéré des choses sur le site de l'accident et tenté de désosser la technologie extraterrestre pour faire de la rétro-ingénierie. Selon l'auditeur américain, le gouvernement américain savait que les scientifiques de Saddam étaient sur le point de faire une percée significative et devaient être arrêtés avant qu'ils n'y parviennent. Quelques mois plus tard, les États-Unis ont envahi l'Irak.
Est-il possible que ce soit la vraie raison de la guerre en Irak? Des artefacts d'origine extraterrestre pourraient-ils être ce que l'armée américaine a retiré dans le musée national d'Irak avant qu'il ne soit pillé? La vérité emprunte les escaliers, mais finit toujours par arriver. Je crois d'ailleurs que dans un futur proche, nous ferons encore bien d'autres découvertes. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans vos commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.